Il existe une nuit que l'Europe n'a jamais vraiment oubliée. Une nuit où les flammes ont dévoré des siècles de prières, où des hommes tatoués et couverts de sang ont surgi de la mer, comme si l'océan lui-même avait décidé de se venger. Personne ne les avait vus venir. Personne ne savait encore comment les appeler. Et quand les survivants ont tenté de décrire ce qu'ils avaient vu, les mots leur manquaient, parce qu'aucune langue civilisée n'avait encore de terme pour désigner quelque chose d'aussi rapide, d'aussi brutal, d'aussi totalement imprévisible. Imagine 700 navires remontant la Seine. Pas des bateaux de pêche, pas des embarcations de marchands. Des dragons flottants, sculptés dans du bois de chêne, avec des proues en forme de bêtes rugissantes et des voiles rayées qui obscurcissent l'horizon. À leur bord, 30 000 guerriers qui n'ont peur ni de Dieu ni des hommes. Des guerriers qui se sont levés un matin dans leur fjord glacé, ont regardé vers le sud et ont décidé que tout ce que l'Europe avait construit en 5 siècles leur appartenait désormais. L'Empire carolingien, l'héritier direct de Charlemagne, regarde depuis ses remparts et comprend qu'il est seul face à quelque chose qu'il ne comprend pas. Ces hommes venaient d'un monde que les Francs, les Anglais et les Irlandais ne pouvaient même pas imaginer. Un monde de glace et de pierre, de nuits qui durent 6 mois, de mers qui avalent les navires entiers sans laisser de traces. Un monde où la mort était tellement familière qu'on l'avait transformée en religion, en poésie, en art de vivre. Il ne s'appelait pas viking. Ce mot décrivait une activité, pas un peuple. Partir en viking, c'était partir à l'aventure, à la conquête, au pillage. Et pour ces hommes formés dès l'enfance à tolérer l'intolérable, l'aventure n'avait pas de frontières. Pendant 3 siècles, du 8e au 11e siècle, ils ont tout touché. Ils ont brûlé des monastères en Irlande et fondé des villes en Russie. Ils ont vendu des esclaves à Constantinople et négocié des traités avec des rois francs. Ils ont découvert l'Amérique 5 siècles avant Christophe Colomb et colonisé des îles que personne n'habitait depuis la nuit des temps. Le même peuple qui terrorisait les côtes de l'Angleterre construisait à la même époque l'un des systèmes juridiques les plus sophistiqués du monde médiéval. Cette contradiction, cette violence et cette intelligence logées dans les mêmes corps, portées par les mêmes Andes, est le véritable mystère viking. L'histoire officielle a choisi ce qu'elle voulait retenir. Les casques à cornes qui n'ont jamais existé. Les barbares sanguinaires incapables de pensées complexes. La version simple, rassurante, qui permet de ranger ces hommes dans une case et de ne plus y penser. Mais la vérité est infiniment plus dérangeante et infiniment plus fascinante. Parce que ces guerriers venus du bout du monde n'ont pas seulement terrorisé l'Europe. Ils l'ont transformée. Ils l'ont redessinée. Et leur sang, leur langue, leurs lois coulent encore aujourd'hui dans les veines d'un continent qui préfère l'oublier. C'est le mois de juin de l'an 793. Un monastère perché sur un rocher au large des côtes anglaises. Des moines en prière, des manuscrits enluminés, de l'or sacré soigneusement rangé derrière des murs de pierre. Ces hommes ont consacré leur vie à Dieu et à la connaissance, convaincus que leur dévotion les protège du monde extérieur. Ce matin-là, quelqu'un regarde vers la mer et voit quelque chose qu'il ne comprend pas. Des formes sombres sur l'horizon, des voiles, des proues sculptées en gueule de bête, et puis plus rien.
parce que ce moine n'a pas eu le temps de finir sa prière. Voilà comment l'Europe a rencontré les Vikings. Pas par une déclaration de guerre, pas par une ambassade ou un ultimatum, par une attaque surgissant de nulle part, rapide comme un coup de foudre, brutale comme une tempête qu'on n'avait pas vue venir. Le monastère de Lindisfarne, île sacrée, cœur spirituel de la chrétienté nordique, brûle en quelques heures. Les moines sont tués, réduits en esclavage ou jetés dans la mer glacée. Les reliques disparaissent, l'or disparaît. Et quand les survivants tentent de raconter ce qui s'est passé, un moine écrit ces mots qui vont traverser les siècles. Jamais pareille terreur n'était apparue en Bretagne. Ils ne savaient pas encore que c'était le début, que ce raid n'était qu'une ouverture, que pendant 300 ans, cette terreur allait se répéter, s'amplifier, se propager jusqu'aux coins les plus reculés du continent. Mais voilà la question que personne ne pose vraiment. Pourquoi ce moment précis? Pourquoi l'an 793 et pas 100 ans plus tôt ou 100 ans plus tard? Pourquoi ces hommes, depuis leurs fjords glacés et leurs villages de bois, ont-ils soudainement décidé que l'Europe leur appartenait? La réponse facile, c'est de dire qu'ils étaient des barbares assoiffés de sang, naturellement portés vers la violence. C'est aussi la réponse fausse. La vérité est bien plus complexe, bien plus intéressante. Et quand tu la comprends, tu réalises que ce qui s'est passé en 793 n'était pas un accident. C'était une explosion. Et comme toutes les explosions, elle avait été précédée d'une longue, très longue accumulation de pression. Il y a un détail sur les Vikings que la plupart des gens ignorent complètement et qui change tout. Ces hommes que l'Europe appelait des monstres, ces pillards que les prêtres décrivaient comme la colère de Dieu envoyée pour punir les pécheurs, ces mêmes hommes étaient chez eux des agriculteurs, des artisans, des poètes, des juristes. Ils avaient des systèmes de lois sophistiqués, des assemblées démocratiques qu'ils appelaient thing, des traditions orales d'une richesse extraordinaire. Ils construisaient des navires avec une précision d'ingénieurs et naviguaient aux étoiles avec une exactitude qui ferait rougir bien des marins modernes. Ce n'était pas un peuple de brutes sans cervelle. C'était un peuple poussé à ses limites, doté d'outils exceptionnels, et qui a tourné son regard vers le sud au moment précis où le sud était le moins préparé à les recevoir. Parce que l'Europe de la fin du 8e siècle est un chaos. L'empire de Charlemagne, qui semble si puissant depuis Paris ou Rome, est en réalité une construction fragile, traversée de rivalités internes, rongée par la corruption et les querelles dynastiques. Les côtes sont défendues par des seigneurs locaux qui se font la guerre entre eux. Les monastères sont des coffres-forts remplis d'or, gardés par des hommes en robe qui n'ont jamais tenu une épée de leur vie. Pour un guerrier scandinave qui a passé son enfance à se battre pour survivre dans l'un des environnements les plus hostiles de la planète, l'Europe chrétienne n'est pas une forteresse imprenable. C'est un buffet laissé sans surveillance. Et il y a leurs bateaux. Il faut qu'on parle de leurs bateaux. Parce que c'est là que tout commence. Le Drakkar Viking est une révolution technologique aussi déterminante à son époque que l'avion au XXe siècle. Léger comme une plume pour un navire de sa taille, il peut traverser l'Atlantique dans les tempêtes les plus violentes et le lendemain remonter un fleuve peu profond que n'importe quel autre navire échouerait à naviguer. Flexible, sa coque absorbe les chocs plutôt que de se briser. Rapide, il peut distancer n'importe quelle embarcation militaire de l'époque. Et surtout, il peut s'échouer directement sur une plage. Pas besoin de port, pas besoin de quai. Tu navigues toute la nuit, tu arrives à l'aube, tu poses le bateau sur le sable, et tu attaques avant que quiconque ait eu le temps de réaliser que tu es là. C'est ça l'arme secrète des Vikings. Pas la hache, pas la rage. La vitesse et l'imprévisibilité. Alors l'Europe réagit comme tous les systèmes réagissent quand ils sont attaqués d'une manière qu'ils n'ont jamais anticipée, avec une confusion totale. Les rois envoient des messagers. Les messagers arrivent trop tard. Les évêques prient. Les prières ne stoppent pas les dracars. Les seigneurs locaux lèvent des milices. Les milices arrivent quand les Vikings sont déjà repartis,
leurs bateaux chargés de butin, voguant vers le prochain monastère, la prochaine ville côtière, le prochain fleuve à remonter. Pendant des décennies, la réponse de l'Europe face aux Vikings ressemble à essayer d'attraper de la fumée avec les mains. Et pendant ces décennies de tâtonnements, de défaites humiliantes et de capitulations honteuses, une idée s'installe dans les têtes des guerriers scandinaves. Ces gens ne savent pas se battre. Ces terres sont à prendre. Revenons. Et c'est exactement ce qu'ils font. Les raids du début du IXe siècle ne ressemblent plus aux coups rapides de Lindisfarne. Ils sont plus organisés, plus profonds, plus ambitieux. Les Vikings remontent la Loire, la Seine, le Rhin. Ils hivernent sur des îles au milieu des fleuves pour repartir attaquer dès le printemps. Ils ne viennent plus seulement chercher de l'or, ils viennent chercher du territoire. Ce glissement, de raid en raid, de pillage en colonisation, va transformer l'Europe d'une manière que personne, ni les Vikings eux-mêmes, ni leurs victimes, n'aurait pu prévoir au matin du raid sur Lindisfarne. Quelque chose a été déclenché ce jour-là. Quelque chose d'irréversible. Et pour comprendre ce que c'est, il faut d'abord comprendre d'où venaient vraiment ces hommes. Pas les Vikings du mythe, pas les barbares en casque à cornes que le XIXe siècle a inventés de toutes pièces, les vrais. Ceux qui vivaient dans un monde si dur qu'il avait fait d'eux quelque chose que l'Europe n'avait jamais rencontré et ne savait absolument pas comment arrêter. Ferme les yeux et oublie tout ce que tu sais sur la Scandinavie moderne. Oublie les pays prospères, les États-providence, les villes propres et ordonnées. Remonte 1300 ans en arrière et place-toi dans un fjord du 8e siècle en plein mois de janvier. Le soleil se lève à 10 heures du matin et se couche à 2 heures de l'après-midi. La température descend à -20. La terre est gelée à 1 mètre de profondeur. Et tu as une famille à nourrir, des dettes à rembourser et un voisin qui lorgne tes terres depuis 3 générations. Voilà le monde qui a fabriqué les Vikings. Pas un monde de gloire et de festin, un monde où survivre était déjà une victoire. La Scandinavie du 8e siècle est une cocotte minute. La pression démographique y est insupportable. La population a augmenté bien plus vite que la capacité des terres à nourrir tout le monde. Et ces terres, c'est important de le comprendre, sont parmi les moins fertiles d'Europe. Entre les montagnes, les forêts impénétrables et les fjords qui découpent le littoral en milliers de fragments, la superficie agricole utilisable est ridiculement petite. Les aînés héritent des terres. Les cadets héritent de rien. Un fils cadet dans une famille norvégienne du 8e siècle a 2 options devant lui. Rester et crever de faim, ou partir et tenter sa chance ailleurs. Ce n'est pas un choix, c'est une condamnation avec une seule porte de sortie. Mais il y a autre chose, quelque chose de plus profond que la simple survie économique. La société scandinave est organisée autour d'une valeur centrale, une valeur qui structure tout. L'honneur. Pas l'honneur au sens vague et romantique qu'on lui donne aujourd'hui. L'honneur au sens littéral, concret, quotidien. Ta réputation, ta capacité à tenir ta parole, ta bravoure face au danger. Dans cette société, un homme sans honneur n'est rien. Il ne peut pas contracter de dettes, ne peut pas se marier convenablement, ne peut pas prétendre au respect de sa communauté. Et l'honneur, ça se gagne, ça se prouve, ça se défend les armes à la main si nécessaire. Un jeune homme qui reste assis chez lui pendant que ses pères partent en expédition n'est pas prudent. Il est lâche. Et la lâcheté, dans ce monde-là, est une mort sociale. Ajoute à ça une religion qui glorifie la mort au combat. Les guerriers vikings croient qu'une mort héroïque sur un champ de bataille ouvre les portes du Valhalla, le paradis des guerriers, où l'on festoie et se bat éternellement en attendant le crépuscule des dieux. Mourir dans son lit de maladie, vieux et impotent, c'est la pire fin imaginable. Mourir l'épée à la main, entouré de ses ennemis vaincus, c'est l'idéal absolu.
Cette croyance n'est pas juste une anecdote folklorique. C'est un moteur psychologique extraordinairement puissant. Des hommes qui ne craignent pas la mort sont des adversaires d'une radicalement différente de tout ce que l'Europe chrétienne avait l'habitude d'affronter. Quand un moine frankish regardait un guerrier viking charger vers lui en hurlant, il ne voyait pas un homme qui risquait sa vie. Il voyait un homme qui la cherchait. Et puis, il y a la mer. Il faut comprendre la relation particulière, presque mystique, que les Scandinaves entretiennent avec l'océan pour comprendre pourquoi ils sont devenus les meilleurs marins du monde médiéval. Pour un habitant des fjords, la mer n'est pas un obstacle, c'est une route. La seule route praticable dans un pays où les montagnes rendent les déplacements terrestres quasi impossibles. Dès l'enfance, les garçons scandinaves apprennent à lire les courants, à reconnaître les étoiles, à sentir le vent changer avant que ça ne se voie. La mer est leur arrière-cour, leur autoroute, leur espace de liberté. Et quand ces hommes commencent à construire des navires capables d'aller au-delà des côtes familières, au-delà de la Baltique, au-delà de la mer du Nord, le monde entier s'ouvre devant eux comme une invitation. Les premières expéditions ne sont d'ailleurs pas des raids. C'est un point crucial que l'histoire populaire efface complètement. Avant de brûler des monastères, les Scandinaves sont des marchands. Ils commercent avec les Frisons, les Francs, les peuples slaves de l'Est. Ils vendent des fourrures, de l'ambre, des peaux de morse, des esclaves capturés lors de guerres entre clans. Ils connaissent les routes commerciales européennes bien avant de décider de les piller. Quand le commerce fonctionne, ils commercent. Quand il ne fonctionne pas, quand les taxes sont trop élevées, quand les marchands locaux les arnaquent, quand un seigneur confisque leur cargaison sans compensation, ils tirent une leçon très simple. Prendre par la force ce qu'on ne peut pas obtenir par l'échange est infiniment plus efficace. Ce n'est pas une philosophie de barbare, c'est du pragmatisme pur. Il y a un moment précis où la mentalité bascule, et ce moment est lié à une découverte technologique. Vers le milieu du 8e siècle, les constructeurs navals scandinaves perfectionnent une innovation qui va changer l'histoire du monde, la quille. Cette simple pièce de bois, qui court sous la coque du navire de la proue à la poupe, transforme radicalement les capacités nautiques d'un bateau. Elle lui permet de naviguer contre le vent, de maintenir un cap stable dans les tempêtes, d'aller plus vite et plus loin que n'importe quelle embarcation concurrente. Avec la quille perfectionnée, les Scandinaves ne sont plus limités aux eaux côtières. L'Atlantique Nord devient navigable. L'Angleterre, l'Irlande, la Francie, tout ça n'est plus qu'à quelques jours de navigation. La distance entre la Scandinavie et le reste de l'Europe vient de se réduire de moitié dans la tête des skippers nordiques. Alors, imagine la scène. Tu es un fils cadet norvégien, sans terre, sans héritage, avec juste assez de force dans les bras pour tenir une rame. Ton voisin vient de rentrer d'une expédition en Angleterre avec suffisamment d'or pour acheter une ferme entière. Des histoires circulent sur des monastères gardés par des hommes en robe qui n'ont jamais tenu une arme, remplis d'objets sacrés en or massif sur des côtes que personne ne défend vraiment. Et tu as un bateau rapide, un équipage de cousins aussi affamés que toi, et une religion qui te promet la gloire éternelle si tu meurs en combattant. Est-ce que tu pars ? Bien sûr que tu pars. N'importe qui partirait. Ce n'est pas de la folie, c'est de la logique froide, scandée par le bruit des rames sur l'eau noire d'un fjord à l'aube. Voilà ce que l'Europe de la fin du 8e siècle n'a pas compris à temps, qu'elle n'avait pas affaire à des monstres surgis des enfers, mais à des hommes rationnels, désespérément rationnels, qui avaient simplement calculé que le risque valait la récompense. Et ce calcul, une fois fait, allait être refait des milliers de fois pendant 3 siècles. Il y a une chose que je veux que tu visualises très précisément. Un navire viking vu de face, depuis le rivage, à l'aube. La proue sculptée en tête de dragon qui fend le brouillard matinal. La coque basse, presque rasante sur l'eau, qui avance en silence malgré sa taille. Les boucliers rouges et noirs alignés le long du bastingage comme des écailles. Et cette vitesse impossible pour un bateau de cette époque, qui fait que tu le vois à l'horizon et que 10 minutes plus tard, il est sur toi.
Si tu comprends ce bateau, tu comprends tout. Parce que le drakkar n'est pas un outil parmi d'autres dans l'arsenal viking. C'est la condition de possibilité de toute l'aventure viking. Sans lui, ils restent dans leur fjord. Avec lui, ils deviennent la force la plus mobile et la plus imprévisible de l'histoire médiévale. Les ingénieurs navals du 8e et du 9e siècle ne s'appelaient pas ingénieurs. Ils ne travaillaient pas dans des bureaux avec des plans sur table. Mais ce qu'ils ont accompli dans leur chantier naval de bois et de boue, au bord des fjords scandinaves, équivaut à une révolution technologique majeure. Le secret du drakkar tient à une technique de construction appelée le bordé à clin. Les planches de la coque se chevauchent légèrement, comme les écailles d'un poisson, au lieu d'être posées bord à bord. Cela rend la coque extraordinairement flexible. Pas rigide comme un mur qui résiste aux vagues jusqu'à se briser, mais souple comme un corps qui absorbe les chocs, qui se tord légèrement avec la mer plutôt que de la combattre. Des archéologues modernes, qui ont reconstruit des drakkars à l'identique, ont mesuré cette flexibilité. La proue et la poupe peuvent se déplacer de plusieurs centimètres par rapport au centre du navire en pleine tempête. Ce n'est pas un défaut de construction, c'est du génie. Mais la vraie révolution, celle qui change tout géopolitiquement, c'est le tirant d'eau. Le drakkar a un tirant d'eau ridiculement faible, moins d'1 mètre pour les plus grands modèles. Un navire byzantin ou arabe de taille comparable nécessite 3 à 4 mètres d'eau sous la quille pour naviguer. Ce détail technique, qui semble anodin, a des conséquences militaires absolument dévastatrices. Les navires de guerre européens sont conçus pour la haute mer et les ports en eau profonde. Les Vikings, eux, peuvent remonter n'importe quel fleuve européen. La Seine, la Loire, le Rhin, la Tamise, la Garonne, des centaines de kilomètres à l'intérieur des terres, là où aucun ennemi ne pense à les attendre, là où il n'y a pas de fortification côtière, pas de garnison prête au combat. C'est l'équivalent médiéval d'un sous-marin capable de naviguer aussi bien en pleine mer qu'en eau douce. Aucune défense de l'époque n'est conçue pour ça. Et puis il y a la vitesse. Un drakkar bien équipé peut atteindre 15 nœuds sous voile favorable, environ 28 km/h sur l'eau. Pour le 9e siècle, c'est proprement extraordinaire. Les navires militaires carolingiens qui tentent d'intercepter les raiders vikings ressemblent à des chevaux de trait qui essaient de rattraper des pur-sang. Les Vikings attaquent à l'aube, pillent en quelques heures et sont déjà en mer ouverte quand les renforts terrestres arrivent sur les lieux du raid. Envoyer un messager à cheval prévenir la ville suivante sur le fleuve prend du temps. Le drakkar, lui, arrive avant le message. Chaque fois. C'est une asymétrie militaire totale, et l'Europe met des décennies à comprendre qu'elle ne peut pas gagner à ce jeu-là avec les outils qu'elle possède. Il faut aussi parler de la polyvalence de ces navires, parce qu'elle dépasse l'entendement quand on réalise toutes les mers qu'ils ont traversées. Le même type de bateau qui remonte la Seine pour attaquer Paris traverse l'Atlantique Nord pour atteindre l'Islande, puis le Groenland, puis, et c'est là où ça devient presque surréel, les côtes de l'Amérique du Nord, 5 siècles avant Christophe Colomb. Le même bateau navigue sur la Méditerranée, entre en mer Noire, remonte le Dniepr jusqu'à Kiev. Des Vikings atteignent Constantinople, qu'ils appellent Niklagardeur, la grande cité. Et certains d'entre eux finissent par servir comme garde personnel de l'empereur byzantin. Aucun autre peuple du 9e siècle n'a une présence géographique aussi étendue. Les Vikings sont partout, et c'est leur bateau qui les y amène. Il y a un chantier naval archéologique que je trouve personnellement fascinant, parce qu'il illustre mieux que n'importe quel livre à quel point ces bateaux étaient pensés dans les moindres détails. À Roskilde, au Danemark, on a retrouvé au fond d'un fjord les restes de plusieurs navires vikings volontairement coulés au XIe siècle pour bloquer un chenal. Quand les archéologues les ont remontés et analysés, ils ont découvert quelque chose d'étonnant. Chaque navire était construit avec du bois prélevé dans des forêts différentes, parfois à des centaines de kilomètres de distance. Les constructeurs choisissaient des espèces précises pour des parties précises du bateau. Du chêne pour la coque, pour sa résistance, du pin pour les mâts, pour sa légèreté.
Ce n'est pas de la construction artisanale improvisée, c'est de l'ingénierie systématique, avec une connaissance approfondie des matériaux et de leurs propriétés mécaniques. Ces hommes que leurs victimes appelaient des sauvages construisaient les navires les plus sophistiqués du monde médiéval. La navigation elle-même mérite qu'on s'y arrête. Comment est-ce qu'on traverse l'Atlantique Nord au IXe siècle, sans boussole, sans GPS, sans carte précise? La réponse viking est un mélange de connaissances empiriques, accumulées sur des générations, et d'observations ultra précises de la Tua. La position des étoiles, bien sûr, mais aussi la couleur de l'eau, la présence de certains oiseaux à certaines distances des côtes, la direction des vagues de fond qui persistent même par temps couvert, la façon dont les nuages se forment différemment au-dessus de la terre et au-dessus de la mer. Certains historiens pensent que les Vikings utilisaient un outil appelé la pierre de soleil, un cristal de calcite qui polarise la lumière et permet de localiser le soleil même quand il est caché par les nuages. Ce n'est pas de la magie, c'est 500 ans d'observations accumulées, transmises de père en fils, codifiées dans des pratiques que les marins scandinaves connaissaient comme leurs propres mains. Quand tu mets tout ça ensemble, la vitesse, le faible tirant d'eau, la solidité en mer ouverte, la capacité de s'échouer directement sur une plage et des équipages capables de naviguer dans n'importe quelles conditions, tu obtiens quelque chose que le monde médiéval n'a aucun moyen de contrer avec les technologies disponibles. L'Europe va mettre près d'un siècle à développer une réponse efficace, et cette réponse ne sera pas militaire au sens traditionnel du terme. Elle sera structurelle. Il faudra construire des ponts sur les fleuves pour bloquer le passage des dracars, des tours de guet sur les côtes pour donner l'alerte à temps, des fortifications capables de résister à des attaques surprises. Il faudra, en d'autres termes, repenser complètement l'architecture défensive d'un continent entier. Tout ça à cause d'un bateau. Tout ça à cause d'une pièce de bois, courbée sous la coque, et de planches qui se chevauchent comme des écailles. L'histoire est parfois aussi simple et aussi vertigineuse que ça. Le 8 juin de l'an 793 est une date que chaque moine lettré d'Europe occidentale a gravée dans sa mémoire comme une brûlure. Pas parce que c'est la première fois que des hommes tuent d'autres hommes en ce monde. Pas parce que c'est le raid le plus meurtrier de l'histoire. Mais parce que ce qui se passe ce matin-là, sur l'île de Lindisfarne, brise quelque chose de fondamental dans la psychologie de la chrétienté médiévale. Une certitude tranquille, presque naïve, que les lieux consacrés à Dieu sont intouchables, que la sainteté est un bouclier, que certaines choses ne peuvent tout simplement pas arriver. Ce matin-là, tout ça s'effondre en quelques heures. Et l'Europe ne retrouvera jamais vraiment cette certitude-là. Lindisfarne n'est pas n'importe quel monastère. C'est l'un des centres spirituels et intellectuels les plus importants du monde chrétien de l'époque. Fondé au 7e siècle par des moines irlandais, il est le foyer d'une tradition d'érudition extraordinaire. C'est là qu'ont été créés les évangiles de Lindisfarne, des manuscrits enluminés d'une beauté si stupéfiante qu'ils sont encore aujourd'hui considérés comme l'un des sommets de l'art médiéval. Les moines qui vivent là ne sont pas de simples croyants. Ce sont des savants, des artistes, des gardiens de la mémoire écrite, dans un monde où l'alphabétisation est un luxe rarissime. Attaquer Lindisfarne, c'est comme attaquer la bibliothèque d'Alexandrie et la cathédrale Notre-Dame en même temps. C'est frapper au cœur de ce que la civilisation occidentale considère comme sacré et inviolable. Et les Vikings, bien sûr, n'en savent rien. Ou plutôt, et c'est là où c'est fascinant, ils s'en moquent complètement. Pour un guerrier scandinave, la sacralité chrétienne n'est pas une protection, c'est une indication. Un endroit que les gens considèrent comme intouchable est un endroit que personne ne défend militairement. Un endroit rempli d'or et de reliques précieuses que les habitants regardent comme des objets divins et non comme des richesses négociables. Pour quelqu'un qui ne partage pas ses croyances, un monastère médiéval est exactement ce qu'il semble être de l'extérieur. Un coffre-fort mal gardé, sur un rocher au bord de la mer. La profanation n'est pas dans leur tête, seulement le calcul. Voilà comment ça se passe. Les dracars apparaissent à l'horizon au petit matin. Il y en a plusieurs,
Les sources ne s'accordent pas sur le nombre exact, mais c'est un raid organisé, pas un seul bateau égaré. Les moines qui les voient approcher n'ont probablement jamais vu de navire de ce type. Ils ne comprennent pas ce qu'ils regardent. Quand les guerriers sautent à terre, quand les premières armes entrent en action, la confusion est totale. Il n'y a pas de garnison sur l'île. Pas de soldats, pas d'archers, pas de fortifications dignes de ce nom. Juste des hommes en robe qui n'ont aucune expérience de la violence organisée face à des guerriers qui ont passé leur vie à s'y préparer. Certains moines sont tués sur place, d'autres sont capturés pour être vendus comme esclaves. D'autres encore plongent dans la mer glacée et nagent vers le large plutôt que d'être pris. Les survivants regardent depuis l'eau leurs manuscrits brûlés, leur or disparaître dans les bateaux, leur monde s'effondrer en temps réel. La réaction de l'Europe chrétienne est immédiate et révélatrice. Alcuin, le plus grand savant de la cour de Charlemagne, écrit une lettre restée célèbre dans laquelle il exprime une stupéfaction mêlée d'horreur théologique. Pour lui, comme pour la plupart des clercs de l'époque, un tel événement ne peut pas être aléatoire. Si Dieu a permis que Lindisfarne soit profanée, c'est forcément que les chrétiens ont péché. C'est une punition divine. Cette interprétation, aussi erronée qu'elle soit stratégiquement, va paralyser la réponse politique et militaire de l'Europe pendant des années. Au lieu de construire des défenses côtières, on organise des processions de pénitence. Au lieu de former des milices pour protéger les monastères, on jeûne et on prie. Pendant que les Vikings, eux, rentrent chez eux avec leur butin, notent mentalement que l'opération a été un succès parfait et commencent à planifier le prochain voyage. Mais voici la question qui me hante vraiment dans cette histoire. Lindisfarne n'est pas un événement isolé qui surgit du néant. Des mois avant le raid, des chroniques signalent des présages terribles au-dessus de la Northumbrie. Des éclairs, des dragons de feu dans le ciel, une grande famine. Les historiens modernes pensent que ces descriptions pourraient correspondre à des phénomènes météorologiques réels, peut-être même à des aurores boréales inhabituellement visibles à ces latitudes cette année-là. Ce qui est certain, c'est que quelque chose d'anormal se passait dans le ciel nordique, et que les populations locales le remarquaient. Est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs du raid lui-même? Des bateaux inconnus aperçus au loin, des rumeurs de marchands nordiques qui posaient des questions sur les défenses de l'île? On ne le sait pas. Ce qu'on sait, c'est que personne n'a rien fait. Et cette inaction va se répéter, avec des variantes, pendant encore un siècle. Le raid sur Lindisfarne déclenche quelque chose d'autre, quelque chose de moins visible, mais tout aussi important. Une économie du raid. La nouvelle se répand en Scandinavie à une vitesse surprenante pour l'époque. Les hommes qui reviennent avec de l'or et des esclaves racontent ce qu'ils ont vu. Des monastères riches, des côtes non défendues, des populations qui s'agenouillent plutôt que de se battre, des traversées relativement courtes depuis les fjords norvégiens. Ces récits font ce que tous les récits de succès font dans toutes les sociétés humaines. Ils attirent des imitateurs. L'année suivante, d'autres monastères sont attaqués sur les côtes écossaises et irlandaises. L'année d'après, d'autres encore. Chaque succès rend le prochain raid plus probable, parce qu'il confirme que la formule fonctionne et que le risque est gérable. Ce n'est pas une invasion planifiée par une autorité centrale. C'est une ruée vers l'or décentralisée, menée par des centaines d'entrepreneurs indépendants qui ont tous fait le même calcul. 30 ans après Lindisfarne, les côtes de l'Irlande, de l'Écosse et de l'Angleterre sont méconnaissables. Des dizaines de monastères ont brûlé. Des villes côtières ont été rasées et reconstruites plusieurs fois. Des milliers de personnes ont été réduites en esclavage et vendues sur les marchés de Scandinavie ou de la mer Baltique. Et l'Europe commence enfin, douloureusement, à comprendre que ce qui s'est passé à Lindisfarne n'était pas un accident de l'histoire. C'était une annonce, une démonstration, un avertissement que personne n'avait su lire à temps. La vraie question, celle que les rois et les évêques de l'époque auraient dû se poser le soir même du raid, c'était celle-ci. Si ces hommes ont pu faire ça ici, jusqu'où sont-ils capables d'aller? La réponse allait prendre la forme de 700 bateaux remontant la Seine. Mais ça,
C'est une autre histoire, et elle est encore plus terrifiante. C'est l'automne de l'an 885. Un homme se tient sur les remparts d'une île fortifiée, au milieu de la Seine, et regarde en aval. Ce qu'il voit lui coupe le souffle. Pas par sa beauté, par son horreur tranquille et méthodique. 700 bateaux. 700 dracars qui remontent le fleuve en formation serrée. Voiles sombres gonflées par le vent d'ouest. Proues sculptées reflétées dans le noir. À leur bord, selon les chroniques de l'époque, quelque chose comme 30 000 guerriers. Cet homme s'appelle Eudes, comte de Paris. Et dans les prochains mois, il va accomplir quelque chose que presque personne ne pensait possible. Tenir. Mais l'histoire du siège de Paris n'est pas seulement l'histoire d'une résistance héroïque. C'est l'histoire d'un empire qui se regarde mourir. Pour comprendre ce qui se passe en 885, il faut comprendre dans quel état se trouve le royaume franc à ce moment-là. L'empire de Charlemagne, mort 70 ans plus tôt, a été découpé entre ses petits-fils, comme un gâteau disputé lors d'un repas de famille qui tourne mal. Les querelles dynastiques ont fracturé l'autorité centrale. Les seigneurs locaux ont profité du chaos pour s'arroger des pouvoirs que, normalement, seul le roi possède. Les routes sont dangereuses, les finances royales sont dans un état catastrophique, et le pouvoir central est si affaibli qu'il peine à lever une armée cohérente en cas de crise. L'homme qui porte le titre d'empereur au moment du siège s'appelle Charles le Gros, et son surnom n'est pas seulement une description physique, c'est un jugement de l'histoire sur sa capacité à gouverner. Ce titre de roi des Francs, que Charlemagne avait rendu synonyme de puissance, est en train de se vider de sa substance en temps réel. Les Vikings le savent, c'est précisément pour ça qu'ils sont là. Les raids des décennies précédentes n'étaient pas du pillage aveugle, c'était de la reconnaissance. Des expéditions pour tester les défenses, identifier les points faibles, cartographier les routes fluviales, comprendre comment fonctionne la réponse militaire franque. Et ce qu'ils ont appris est encourageant au-delà de toute espérance. La réponse franque est lente, désorganisée et dépend entièrement de la volonté des seigneurs locaux, qui ont leurs propres priorités et leurs propres rivalités. Paris n'est pas seulement une ville riche, c'est le verrou qui contrôle la Seine et donc l'accès à toute la Francie du Nord. Si Paris tombe, rien ne les arrête jusqu'en Bourgogne. Mais Paris ne tombe pas. Et la raison pour laquelle Paris ne tombe pas en dit autant sur les Vikings que sur ses défenseurs. Eudes de Paris n'est pas un théologien qui prie pour un miracle. C'est un militaire qui comprend la géographie. L'île de la Cité, au milieu de la Seine, est défendue par 2 ponts fortifiés, le Grand Pont au nord et le Petit Pont au sud. Ces ponts sont la clé de tout. Si les Vikings les franchissent, ils remontent librement vers l'amont et ravagent la Bourgogne. Si les ponts tiennent, la flotte entière de 700 bateaux est bloquée, incapable d'avancer. Eudes comprend ça. Il a fait renforcer les tours qui gardent les ponts. Il a stocké des vivres. Il a préparé sa garnison. Quand les dracars arrivent, Paris n'est pas une cible facile. C'est un piège. Le siège dure plus d'1 an. Plus d'1 an de combats quotidiens, d'assauts repoussés, de tentatives de brûler les ponts, de machines de guerre bricolées par les Vikings pour tenter de prendre les tours d'assaut. Les chroniqueurs de l'époque décrivent des scènes d'une violence quasi cinématographique. Des guerriers vikings escaladant les murs sous une pluie de pierres et d'huile bouillante, des duels sur les ponts étroits, des négociations interrompues par de nouvelles attaques. Eudes sort plusieurs fois de la ville pour aller chercher des renforts, traversant les lignes vikings à cheval avec une poignée de cavaliers, repassant les lignes ennemies au retour. C'est un homme qui refuse de perdre, même quand tout lui dit qu'il devrait abandonner. Et les Vikings, face à cette résistance qu'ils n'avaient pas anticipée, commencent à comprendre que Paris n'est pas Lindisfarne. Et puis arrive Charles le Gros. L'empereur, enfin, rassemble une armée et marche sur Paris. Les Vikings, encerclés et affaiblis par des mois de siège infructueux,
se retrouve prise en tenaille entre la garnison de la ville et les forces impériales à l'extérieur. C'est le moment. C'est le moment que tout le monde attendait depuis un siècle. Le moment où l'Europe sort enfin de sa paralysie. Où l'autorité carolingienne prouve qu'elle peut encore défendre ses terres. Et c'est là que Charles le Gros fait quelque chose que les contemporains n'ont pas su comment décrire autrement qu'avec une stupéfaction mêlée de dégoût. Il négocie. Il paie les Vikings pour qu'ils partent. 700 livres d'argent, prélevés sur le trésor royal, remis aux assaillants en échange de leur départ. Et pour ne pas trop froisser son propre ego, il leur permet en plus de remonter la Seine pour aller piller la Bourgogne, un territoire franc, des sujets francs, des villes franques, comme si les Bourguignons méritaient ce que Paris avait évité. La trahison est totale. La réaction politique est immédiate et brutale. Charles le Gros est déposé l'année suivante, l'an 887, et meurt peu après, abandonné de tous. Mais ce qui est fait est fait. Le message envoyé à tous les seigneurs du royaume est dévastateur. L'empereur ne peut pas vous protéger. L'autorité centrale est une fiction. Si vous voulez survivre, organisez-vous localement. Trouvez un chef capable de se battre. Payez-le et oubliez Paris. Ce fractionnement du pouvoir, accéléré par la honte du siège, va directement donner naissance au système féodal tel qu'on le connaît. Le siège de Paris ne change pas seulement la carte politique de l'Europe. Il change sa structure de pouvoir pour les 5 siècles suivants. Eudes, lui, sort de l'épisode comme le seul vainqueur moral d'une histoire qui n'en a pas beaucoup. Sa résistance héroïque lui vaut une légitimité que sa naissance ne lui aurait jamais donnée. Quelques années plus tard, il devient roi des Francs occidentaux, la première fois qu'un homme qui n'est pas de sang carolingien occupe ce trône. C'est une révolution dynastique rendue possible par l'échec d'un siège. Les Vikings, en essayant de prendre Paris, ont involontairement redessiné la succession royale franque et planté les premières graines de ce qui allait devenir, quelques générations plus tard, le royaume de France. Si tu cherches un moment précis où commence l'histoire de France telle qu'on la connaît, où l'autorité mérovingienne et carolingienne cède la place à quelque chose de nouveau, quelque chose de plus décentralisé, de plus ancré dans les réalités locales, ce moment, c'est l'automne 885. Une flotte de dragons sur la Seine, un comte qui tient bon, et un empereur qui paie pour avoir la paix. Il y a une image que je veux détruire définitivement. L'image du viking comme brute sans cervelle, animal de guerre incapable de pensée complexe, bon uniquement à brûler et à tuer. Cette image est commode. Elle permet de ranger un peuple entier dans une case, de ne pas se poser de questions inconfortables, de ne pas admettre que la réalité est infiniment plus dérangeante. Parce que la réalité, c'est ceci. Les mêmes hommes qui ont brûlé Lindisfarne ont fondé Dublin. Les mêmes guerriers qui ont terrorisé les côtes françaises ont créé la Normandie. Les mêmes raideurs qui remontaient la Seine avec leurs dracars remontaient aussi le Dniepr pour établir des routes commerciales entre la Baltique et Constantinople. Ce n'est pas la même chose que d'être un barbare. C'est exactement le contraire. Commençons par l'Irlande, parce que c'est là où la contradiction est la plus frappante. Les Vikings attaquent les côtes irlandaises pour la première fois vers l'an 795. Pendant plusieurs décennies, ils pillent les monastères côtiers avec une efficacité brutale et bien documentée. Et puis, vers le milieu du IXe siècle, quelque chose change. Ils commencent à hiverner sur place plutôt que de rentrer en Scandinavie après chaque raid. Ils construisent des camps fortifiés sur les rives des baies et des estuaires. Ces camps deviennent des comptoirs commerciaux. Ces comptoirs deviennent des villes. Dublin, Waterford, Limerick, Wexford, Cork. 5 des plus grandes villes d'Irlande aujourd'hui ont été fondées par des Vikings. Des hommes que les moines irlandais décrivaient comme des démons sortis de la mer ont posé les fondations urbaines du pays qui allait devenir l'Irlande moderne. L'ironie est tellement épaisse qu'on pourrait la couper à la hache. Mais ce n'est pas seulement de la fondation de villes qu'il s'agit.
Les Vikings apportent avec eux quelque chose que l'Irlande pré-Viking ne possède pas: une économie monétaire et un réseau commercial international. Avant leur arrivée, l'économie irlandaise fonctionne essentiellement sur le troc et les échanges locaux. Les Vikings introduisent la monnaie frappée, les poids et mesures standardisés, et surtout, les connexions commerciales avec un réseau qui s'étend de la mer du Nord à la mer Caspienne. Un marchand viking de Dublin peut vendre de la fourrure irlandaise à un acheteur à Bagdad via des intermédiaires en Russie et à Constantinople. C'est du commerce mondial avant le commerce mondial. Et les Irlandais, après quelques générations de cohabitation violente, finissent par s'intégrer dans ce réseau. Ce n'est pas ce qu'on imagine quand on pense aux invasions vikings. En Normandie, l'histoire prend une forme encore plus spectaculaire. En l'an 911, le roi franc Charles le Simple, un autre souverain au surnom peu flatteur, fait quelque chose que ses prédécesseurs auraient considéré comme une capitulation honteuse. Il cède officiellement une large bande de territoire en Francie du Nord à un chef viking nommé Rollon, en échange de la paix et d'une promesse de défendre la côte contre d'autres raideurs. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une acquisition hostile retournée en partenariat stratégique. Rollon se convertit au christianisme, épouse une princesse franque et commence à administrer son territoire avec une efficacité qui surprend tout le monde. En moins d'une génération, ses descendants parlent français, prient dans des cathédrales et ont adopté la culture féodale franque avec un enthousiasme qui dépasse leurs voisins d'origine. Ces Normands, ces hommes du Nord francisés, vont ensuite conquérir l'Angleterre en 1066, la Sicile au XIe siècle, et établir des États croisés en Terre Sainte. L'ADN viking, transformé en énergie normande, continue de remodeler le monde pendant encore 2 siècles. Mais l'expansion vers l'Est est peut-être la moins connue et la plus fascinante. Vers le milieu du IXe siècle, des groupes de vikings suédois, qu'on appelle les Varegs, commencent à descendre vers le sud, le long des fleuves de l'Europe de l'Est. La Volga, le Dniepr. Des rivières qui traversent des centaines de kilomètres de forêts et de steppes pour déboucher sur la mer Caspienne et la mer Noire. Ces hommes ne viennent pas piller, enfin, pas seulement. Ils viennent commercer. Ils établissent des comptoirs le long des routes fluviales, créent des réseaux d'échange avec les populations slaves locales et finissent par dominer politiquement les territoires qu'ils traversent. Novgorod, Kiev. Ces 2 villes, fondées ou consolidées par des Varegs, deviennent les noyaux de ce qui allait devenir, des siècles plus tard, la Russie et l'Ukraine. Le mot même de russe, d'où vient Russia, est probablement d'origine nordique, dérivé d'un terme qui désignait ces rameurs venus du nord. La Russie porte dans son nom l'empreinte de ces marchands guerriers scandinaves que la plupart des Russes ignorent être leurs ancêtres indirects. Et puis il y a leur système juridique, que je trouve personnellement remarquable pour l'époque. Les Vikings ont inventé ce qu'ils appellent le Thing, une assemblée où les hommes libres se réunissent pour régler les disputes, voter des lois et prendre des décisions collectives concernant la communauté. Pas un conseil de nobles choisi par le roi, pas un tribunal ecclésiastique contrôlé par l'Église. Une assemblée de citoyens libres avec un droit de parole et un droit de vote. C'est bruyant, c'est parfois violent, et ça ne ressemble en rien à une démocratie moderne. Mais c'est infiniment plus sophistiqué comme système de gouvernance que ce que pratiquent la plupart des royaumes européens contemporains, où le roi décide seul et les sujets obéissent. L'Islande, colonisée par des vikings norvégiens à la fin du IXe siècle, va formaliser ce système en créant l'Althing en l'an 930, considéré comme le plus vieux parlement encore en activité du monde. Alors comment expliquer cette contradiction apparente entre la brutalité des raids et la sophistication de la culture? La réponse, je crois, est que cette contradiction n'en est pas une. Les Vikings ne sont pas brutaux malgré leur intelligence. Ils sont les deux simultanément, selon le contexte. Quand ils arrivent sur une côte non défendue, avec la possibilité de repartir avec du butin,
Ils pillent. Quand ils s'installent quelque part et ont besoin d'organiser une communauté durable, ils construisent des institutions. C'est ce que font tous les empires, tous les peuples conquérants de l'histoire humaine, des Romains aux Mongols en passant par les Britanniques. La différence, c'est qu'on a décidé de ne retenir des Vikings que la première phase et d'oublier la seconde. De ne voir que la hache et pas le code de loi. De ne voir que les flammes de Lindisfarne et pas les rues de Dublin. Ce choix n'est pas innocent. Il dit quelque chose sur nous, sur notre besoin de simplifier l'histoire, de diviser le monde en civilisés et en barbares, de croire que la destruction et la construction sont deux activités incompatibles. Les Vikings nous dérangent précisément parce qu'ils refusent cette division. Ils sont les deux à la fois, sans s'en excuser, sans même sembler conscients de la contradiction. Et si tu regardes autour de toi, si tu regardes comment les grandes puissances modernes construisent leurs empires économiques tout en détruisant des économies locales, tu réalises que cette ambivalence n'est pas une anomalie viking. C'est quelque chose de très, très humain. Il y a une question que peu de gens se posent parce que la réponse évidente semble suffire. Pourquoi les Vikings ont-ils disparu ? La réponse évidente, c'est qu'ils ont été vaincus, repoussés, que l'Europe a fini par se défendre efficacement, que les épées chrétiennes ont eu raison des haches nordiques, et que la civilisation a triomphé de la barbarie. C'est une belle histoire. C'est aussi une histoire fausse. Les Vikings n'ont pas disparu parce qu'on les a battus. Ils ont disparu parce qu'ils ont gagné. Et comprendre cette distinction change radicalement tout ce qu'on croit savoir sur la fin de l'ère viking. Vers l'an 1000, quelque chose se déplace dans le monde scandinave. Les raids ne s'arrêtent pas du jour au lendemain. Ils continuent, sporadiquement, pendant encore quelques décennies. Mais l'heure change. Ils deviennent moins des expéditions de pillage opportunistes et plus des opérations militaires organisées par des rois qui ont des ambitions politiques précises. Le Danois Sven, à la barbe fourchue, conquiert l'Angleterre entière en l'an 1013. Son fils Knut le Grand règne simultanément sur le Danemark, la Norvège et l'Angleterre. Un empire du Nord qui, pendant une vingtaine d'années, est l'une des puissances les plus importantes d'Europe. Ce n'est pas du banditisme maritime, c'est de la politique de haut niveau. La transformation est complète, le raider est devenu roi. Mais la vraie dissolution de l'identité viking se joue ailleurs, dans un processus bien plus lent et bien plus profond que des batailles ou des traités. Elle se joue dans les esprits. La christianisation de la Scandinavie, amorcée dès le Xe siècle et achevée au XIe, n'est pas seulement un changement de religion. C'est un changement de système de valeurs complet. Le Valhalla disparaît. Avec lui, disparaît la glorification de la mort au combat comme idéal suprême. Des guerriers qui cherchaient la mort héroïque pour entrer au paradis des guerriers se retrouvent avec une religion qui leur dit que tuer est un péché, que la violence doit être canalisée dans des cadres précis, et que la vraie gloire est spirituelle et non martiale. Ce n'est pas une transformation instantanée. Les mentalités ne changent pas comme on retourne une crêpe. Mais sur 2 ou 3 générations, l'effet est profond et irréversible. La centralisation politique joue un rôle tout aussi crucial. Pendant les siècles de raids, la Scandinavie était un patchwork de petits royaumes, de chefferies locales et de clans semi-indépendants. Cette fragmentation politique était précisément ce qui rendait les Vikings si difficiles à combattre. Il n'y avait pas de tête à couper, pas de capitale à prendre, pas de roi dont la défaite aurait mis fin aux raids. Mais vers le Xe et le XIe siècle, des dynasties puissantes émergent en Norvège, au Danemark et en Suède. Ces rois ont besoin de stabilité interne pour consolider leur pouvoir. Les fiscadés qui partaient en raid et revenaient avec assez de richesses pour défier l'autorité royale deviennent un problème politique. La même pression sociale qui avait lancé les premiers raiders vers les côtes européennes, trop d'hommes ambitieux, pas assez de ressources, commence à être gérée différemment par l'intégration dans des structures féodales naissantes,
plutôt que par l'export de la violence vers l'extérieur. Et puis l'Europe elle-même change. Ce n'est pas négligeable. Les côtes que les Vikings attaquaient au IXe siècle avec une facilité déconcertante sont, au XIe siècle, très différentes. Des châteaux ont été construits. Des tours de guet jalonnent les estuaires. Des ponts fortifiés bloquent les grandes rivières. Les armées locales ont appris à réagir plus vite, à ne pas compter sur un secours royal qui n'arrivera jamais à temps. L'Europe a intégré la leçon viking à sa propre architecture défensive. Le rapport risque-récompense qui rendait les raids si attractifs au début, attaque rapide, butin facile, fuite avant les renforts, s'est considérablement dégradé. Ce n'est plus aussi simple. Ce n'est plus aussi rentable. Et des entrepreneurs rationnels, quand leur modèle économique cesse de fonctionner, cherchent autre chose. Il y a un moment symbolique que j'aime particulièrement, parce qu'il illustre mieux que n'importe quelle bataille cette transformation silencieuse. Harald Hardrada, Harald le Sévère, est généralement considéré comme le dernier grand chef viking au sens classique du terme. En l'an 1066, il envahit l'Angleterre avec une flotte de 300 navires, revendiquant le trône anglais. Il est tué à la bataille de Stamford Bridge, dans le nord de l'Angleterre, quelques semaines seulement avant que Guillaume le Conquérant débarque dans le sud avec ses Normands. Ces deux invasions simultanées de l'Angleterre en 1066 sont comme un résumé parfait de toute l'histoire viking. Harald représente l'ancienne manière, le chef de guerre qui conquiert par la force brute, et Guillaume représente la nouvelle, le seigneur féodal, chrétien, organisé, dont l'armée combine des cavaliers normands et des techniques militaires continentales. L'ancienne manière perd, la nouvelle gagne. Et la nouvelle manière est elle-même un produit direct de l'héritage viking, transformé et digéré par la civilisation européenne. Mais voici ce qui me fascine vraiment dans cette fin. Les Vikings ne disparaissent pas, ils se dissolvent. Leur sang, leur langue, leur culture s'intègrent dans les peuples qu'ils ont envahis, colonisés, côtoyés. Les Normands de Normandie parlent français et construisent des cathédrales gothiques, mais leurs familles nobles portent des noms d'origine nordique. Les Russes de Kiev prient dans des églises orthodoxes byzantines, mais leur État porte le nom de leur fondateur Vareg. Les Irlandais de Dublin parlent gaélique et se battent sous des bannières chrétiennes, mais leur ville a été construite par des mains scandinaves. Cette dissolution n'est pas une défaite, c'est une victoire d'un type particulier, la victoire de ceux qui transforment les sociétés qu'ils touchent de manière si profonde qu'elles ne peuvent plus revenir à ce qu'elles étaient avant. Alors, était-ce une victoire ou une défaite, la fin des Vikings ? La réponse facile est de dire que c'est une transformation. Mais je crois que la réponse honnête est plus inconfortable. Ce qui a tué l'identité viking, ce n'est pas l'épée de leurs ennemis, c'est le succès. C'est le fait d'avoir tellement bien réussi à s'intégrer dans les structures de pouvoir européennes qu'ils n'avaient plus besoin d'être vikings. Leurs descendants avaient des terres, des titres, des trônes. Ils n'avaient plus de raison de monter dans un drakkar et de braver l'Atlantique Nord. Et quand les raisons disparaissent, les identités se dissolvent. C'est vrai pour les Vikings, c'est vrai pour tous les peuples de toutes les époques. L'appartenance à un groupe n'est jamais permanente. Elle dure exactement aussi longtemps qu'elle répond à un besoin réel. Quand ce besoin change, le groupe change avec lui. Ou il disparaît. Voici quelque chose que je veux que tu gardes en tête pendant les prochaines minutes. Environ 17 millions de personnes dans le monde ont, selon les études génétiques modernes, une ascendance scandinave directe liée aux migrations vikings. 17 millions. Mais ce chiffre ne raconte qu'une fraction de l'histoire réelle, parce que l'héritage viking ne se mesure pas seulement dans l'ADN. Il se mesure dans les mots que tu utilises, dans les institutions qui gouvernent ta vie, dans les cartes que tu regardes sans réaliser que les frontières dessinées dessus ont été tracées partiellement par des hommes qui naviguaient aux étoiles depuis des drakkars. L'héritage viking est partout. Il est simplement invisible
parce que personne ne t'a jamais dit de le chercher. Commençons par la langue anglaise, parce que c'est l'exemple le plus frappant. Environ 1000 mots du vocabulaire anglais quotidien viennent directement du vieux norrois, la langue des Vikings. Pas des mots savants ou techniques, des mots du quotidien le plus banal. Sky, le ciel. Window, la fenêtre, littéralement l'œil du vent. Knife, le couteau. Husband, le mari, de hus et bondi, le propriétaire de la maison. Die, mourir. Ugly, laide. Happy, heureux. Give, donner. Take, prendre. Want, vouloir. Ces mots sont si profondément intégrés dans l'anglais moderne que des centaines de millions de locuteurs les utilisent des dizaines de fois par jour sans savoir qu'ils parlent, en partie, la langue de guerriers scandinaves du IXe siècle. Chaque fois qu'un anglophone regarde le ciel et dit « sky », il répète un mot viking. L'invasion linguistique a parfaitement réussi là où tant d'invasions militaires ont échoué. Ensuite, il y a la géographie. La moitié des noms de lieux dans le nord de l'Angleterre, dans le Yorkshire, le Lincolnshire, le Norfolk, sont d'origine norroise. Le suffixe by, qui signifie village ou ferme en vieux norrois, apparaît dans des centaines de noms de villes anglaises. Grimsby, Derby, Rugby, Whitby, Selby. Ces villes portent dans leur nom la signature de leurs fondateurs scandinaves, gravée dans la cartographie depuis plus de 1000 ans. En Normandie, les noms de fleuves, de villages et de hameaux gardent des traces norrois reconnaissables pour qui sait les lire. En Russie, des dizaines de noms de villes et de rivières portent des étymologies qui remontent au vareg. L'empreinte géographique des Vikings couvre un territoire qui va de Terre-Neuve au Canada, où ils ont établi une colonie à Lands-aux-Meadows il y a 1000 ans, jusqu'aux rives de la mer Caspienne. Aucun autre peuple médiéval n'a laissé son nom écrit aussi largement sur la surface de la Terre. Mais c'est peut-être dans les institutions politiques que l'héritage est le plus surprenant. Le système juridique des pays scandinaves modernes, réputé pour leur justice équitable, leur transparence et leur respect des droits individuels, a des racines directes dans les assemblées du Ting viking. L'idée que les décisions collectives importantes doivent être prises par un groupe d'hommes libres réunis en assemblée, et non par un monarque absolu ou une aristocratie fermée, est une idée viking. Elle a survécu à la christianisation, à la féodalisation, aux révolutions politiques modernes, et elle pulse encore aujourd'hui dans les démocraties nordiques qui figurent systématiquement en tête des classements mondiaux de bonheur, de qualité de vie et de confiance institutionnelle. Le Ting n'est pas mort. Il a juste changé de nom et mis une cravate. Et puis il y a l'Amérique du Nord. L'explorateur norrois Leif Erikson atteint les côtes de ce qu'on appelle aujourd'hui le Canada vers l'an 1000, 5 siècles avant Christophe Colomb. Les fouilles archéologiques à Lands-aux-Meadows, à Terre-Neuve, ont mis au jour les restes indubitables d'une colonie viking. Des maisons en tourbe construites selon des techniques scandinaves précises. Des objets en fer forgé selon des méthodes norrois. Des traces de réparation de bateaux. Ce n'est pas une légende. Ce n'est pas une théorie de passionné. C'est de l'archéologie dure, vérifiable, datée avec précision. Les Vikings ont découvert l'Amérique. Ils ne l'ont pas colonisée durablement. La colonie a été abandonnée après quelques années, probablement à cause des conflits avec les populations autochtones et de la distance insurmontable depuis la Scandinavie. Mais ils y sont allés. Ils ont traversé l'Atlantique Nord dans des bateaux en bois, sans instruments de navigation modernes, et ils ont posé le pied sur un continent que le reste du monde ignorait. 500 ans avant que Colomb convainque les rois d'Espagne de financer son expédition. Ce que j'aime le plus dans tout ça, c'est l'ironie de l'image. Pendant des siècles, la culture populaire a construit le viking comme l'archétype du destructeur, celui qui brûle, qui tue, qui efface. Et pourtant, si on regarde honnêtement ce qu'ils ont laissé derrière eux, le bilan est exactement inversé. Des villes fondées, des routes commerciales établies,
des États créés, des langues enrichies, des institutions politiques inventées, des côtes découvertes. L'homme au casque à cornes qui détruit tout sur son passage est une fiction romantique du XIXe siècle, forgée par les peintres et des écrivains qui cherchaient une image de sauvagerie primitive pour contraster avec leur époque industrielle. Le vrai viking est infiniment plus dérangeant que cette caricature, précisément parce qu'il nous ressemble beaucoup plus. Alors voilà la question que je te laisse. Si tu devais juger les Vikings, et l'histoire nous pousse toujours à juger, quels critères utiliserais-tu? La brutalité de leurs raids? La sophistication de leurs lois? Les villes qu'ils ont fondées? Les monastères qu'ils ont brûlés? Les routes commerciales qu'ils ont ouvertes? Les esclaves qu'ils ont vendus? L'Amérique qu'ils ont découverte et laissée intacte? Chaque réponse que tu choisis révèle quelque chose sur ce que tu considères comme important dans l'histoire humaine. Et aucune réponse n'est complète sans les autres. C'est ça la vraie leçon viking. Pas qu'il existait autrefois des guerriers extraordinaires venus du Nord, mais que les peuples, tous les peuples, sont des contradictions vivantes, capables du pire et du meilleur, souvent simultanément, toujours pour des raisons qui semblent parfaitement logiques de leur propre point de vue. Ce qui m'inquiète dans cette histoire, ce n'est pas ce que les Vikings ont fait. C'est à quelle vitesse l'Europe a oublié d'où venait son propre visage. Les mots que tu parles, les villes où tu vis, les droits que tu revendiques. Une partie de tout ça porte l'empreinte de gens que l'histoire officielle a choisi de réduire à des casques à cornes et des dracars en feu. La prochaine fois que tu regardes une carte de l'Europe, cherche les traces. Elles sont partout, gravées dans les noms, coulant dans les veines, résonnant dans les mots. L'âge viking est terminé depuis 1000 ans. Son fantôme, lui, n'est allé nulle part.